C'est abominable. Ça commence à 5 heures du matin, parfois même plus tôt, et pendant 1 heure jusqu'à 6 heures, ça ne s'arrête pas. Le quartier peut être romantique, puisque c'est un quartier du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais avec cette grande balafre qui passe au milieu, en plein milieu du quartier, c'est pas romantique, c'est pas très romantique pour ceux qui y habitent. Si le bruit continue effectivement d'augmenter, il faut s'attendre à une recrudescence des maladies cardiovasculaires et des cas d'hypertension, avec pour conséquence directe des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Partout ou presque, nos moyens de transport crissent, vrombissent et pétaradent bien au-delà du raisonnable. Dans l'Union européenne, 70 millions de personnes sont exposées à des nuisances sonores inacceptables selon les chiffres officiels. Les pouvoirs publics ne font pourtant presque rien pour y remédier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses à refuser d'endurer la situation plus longtemps. Avec son fameux rocher de la Loreley, la vallée du Rhin moyen dans l'ouest de l'Allemagne est un haut lieu du romantisme. Seulement, ses habitants ne sont plus d'humeur à admirer le paysage. Ruth Kaspari est à la tête d'une entreprise familiale, un petit hôtel qu'elle a hérité de ses parents. Autant dire qu'elle est ici chez elle. Mais son quotidien est rythmé par le défilé continu des trains sur la voie ferrée qui passe juste derrière l'hôtel, depuis l'aube jusque tard dans la nuit. Ça fait 12 ans que nous sommes dans cette maison. J'ai grandi ici, dans cette rue. Je ne suis partie que quelques années. À l'époque, il y avait déjà des trains qui passaient, mais ce n'était pas gênant, et ça n'avait pas atteint de telles proportions. Quand nous avons emménagé, il était encore envisageable de dormir avec les fenêtres ouvertes. La fréquence et la vitesse des trains ont énormément augmenté depuis, et on ne peut plus faire ça si on veut avoir une chance de fermer l'œil. Il est devenu presque impossible de louer les chambres de l'hôtel qui donnent sur la voie ferrée. Les bouchons dans les oreilles ne suffisent pas à trouver le sommeil quand les trains de marchandises s'enchaînent à une telle cadence. Autrefois, l'hôtel-restaurant était le cœur de la petite localité. Le Rhin romantique a toujours été la destination préférée des Allemands en quête de vacances au calme. Et le sifflement des quelques trains à vapeur qui passaient de temps à autre ne dérangeait personne. Aujourd'hui, la ligne fait partie du corridor ferroviaire reliant Rotterdam à Gênes. Plus de 200 trains de marchandises traversent chaque jour cette vallée de 100 km de long dans un roulement de tonnerre. Pour les dizaines de milliers d'habitants installés ici depuis plusieurs générations, la situation est insupportable. On est complètement désemparés et on se sent impuissant. On a changé les fenêtres, investi dans l'isolation des murs et même construit une clôture anti-bruit en bois. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Même comme ça, il est impossible de prendre le soleil tranquillement dans une chaise longue l'été dans le jardin. On ne peut plus écouter de musique non plus. Il n'y a rien à faire. Les riverains des grands axes de circulation connaissent bien ce problème. Plus de la moitié des habitants de l'Union européenne se disent très gênés par le bruit que génère la circulation routière. Chaque année, un Européen sur 2 emprunte l'A7, l'autoroute du Soleil, qui conduit vers les stations de ski des Alpes l'hiver et vers la Côte d'Azur l'été. Un axe déjà surchargé par les trajets quotidiens des travailleurs et le transit des poids lourds en toute saison. Conséquence des grands projets de développement urbain des années 60, ce flot incessant passe dans la ville de Lyon, juste sous le balcon de Gérard Dutal.
C'était la mode à l'époque du tout voiture, du tout béton, et il fallait être moderne. Et avoir une autoroute en plein cœur de Lyon, c'était ressembler à Birmingham, avec son spaghetti center, c'était ressembler à Los Angeles. Et notre maire avait un peu cette ambition de faire rivaliser Lyon avec les grandes capitales autoroutières du monde. Même un immeuble ancien perd tout son charme quand plus de 100 000 véhicules passent chaque jour sous ses fenêtres. Les voitures des particuliers le matin et le soir, et les camions, surtout la nuit. Depuis qu'il est à la retraite, Gérard Dutal passe beaucoup de temps chez lui. Assez pour constater que le bruit ne s'arrête jamais, malgré le double vitrage. Il y a toujours le bruit, oui, jour et nuit, en permanence. Mais quand les fenêtres sont fermées, on entend comme un bourdonnement permanent. Mais c'est un bourdonnement. Là où c'est insupportable, c'est quand on ouvre les fenêtres. Parce qu'on ne peut pas vivre les fenêtres ouvertes. À Francfort, le ciel par-dessus les toits n'est plus si calme non plus. L'aéroport a fait construire une nouvelle piste d'atterrissage en 2011, une source de bénéfices indéniable, mais aussi une catastrophe pour des centaines de milliers d'habitants de la métropole et de sa périphérie. Barbara Schulz-Freiwald vit dans le quartier de Sachsenhausen. Elle est devenue experte en couloirs aériens et étudie chaque jour le trajet des avions et la direction du vent. Ça n'arrête jamais. Ce n'est pas comme s'il y avait un temps de pause entre deux passages. Non, parfois il y en a un par minute. C'est insupportable. Le bruit aérien est particulièrement anxiogène, affirment les psychologues, parce qu'il vient d'en haut et varie en intensité. On ne s'y habitue pas, c'est impossible. Chaque avion qui passe, chaque bruit qui vient du ciel nous met en colère. Le quartier est devenu invivable à cause des choix des politiques. On ne peut pas s'y habituer. Des recherches scientifiques menées à Londres et Amsterdam il y a plusieurs années ont livré des résultats effrayants et démontré que les enfants souffraient tout particulièrement du bruit, même s'ils ne l'exprimaient pas. Or, les abords de l'aéroport comptent de très nombreux établissements scolaires. Une étude similaire est en cours à Francfort. L'objectif est d'analyser le degré de concentration des élèves exposés en permanence au bruit aérien. Pour ce faire, on leur fait écouter des mots et des chiffres afin de mesurer leur capacité de mémorisation. Les précédentes études prouvent qu'à long terme, l'exposition au bruit aérien à forte dose peut avoir des effets négatifs sur le développement intellectuel des enfants, notamment dans l'apprentissage de la lecture. Ces enfants exposés au bruit ont donc plus de difficultés d'apprentissage que ceux qui vivent dans un environnement calme. Rien d'étonnant pour les psychologues, car le bruit soumet l'organisme à une forme de stress permanent. Il est impossible de fermer les oreilles comme on ferme les yeux. Le système de perception auditive a pour fonction d'alerter l'organisme. On ne peut pas avoir des yeux derrière la tête, mais on peut entendre ce qui se passe dans son dos. Le mot allemand Lärm, qui veut dire bruit, vient du mot alarme, qui lui-même provient de l'expression aux armes. Autrement dit, on est sur le qui-vive. Sur la durée, on ne peut pas ignorer le bruit généré par la circulation aérienne et faire comme s'il n'existait pas. L'aéroport de Francfort se trouve dans l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe. Depuis 2 ans, les avions survolent régulièrement l'hôpital universitaire de Mayence, autre grande ville toute proche. Selon Thomas Munzel, chef du service de cardiologie, les très nombreux survols tôt le matin et tard le soir sont irresponsables. Il l'a démontré dans une étude, ces nuisances sonores nocturnes compromettent la santé des habitants.
Parfois, un riverain me dit qu'il dort toute la nuit et que le bruit ne le dérange pas ou qu'il s'y est habitué. Mais nos mesures montrent clairement que même si le trafic aérien ne réveille pas le sujet, son corps accuse le coup. Sa tension artérielle augmente de 6 à 8 mm de mercure au passage d'un avion. On le constate régulièrement. Une réaction de stress dans l'organisme n'entraîne pas forcément le réveil. Son équipe a étudié les réactions corporelles de 75 sujets en bonne santé pendant leur sommeil. Ces derniers ont été exposés à un niveau sonore équivalent à celui du passage des avions. Puis on a examiné leur vaisseau sanguin. C'est la première étude au monde qui met en évidence les effets délétères provoqués par le bruit aérien de nuit sur l'organisme. Les fonctions vasculaires se détériorent à mesure que le nombre de survols nocturnes s'accroît. C'est le premier constat. La quantité d'hormones liées au stress augmente fortement et la qualité du sommeil s'en ressent. Et c'est très grave, estime Eberhard Greiser, épidémiologiste de renom et spécialiste de la santé publique. Selon lui, faute d'action des autorités, les nuisances sonores pourraient à l'avenir coûter la vie à plusieurs milliers de personnes. Ces dernières années, il a dirigé plusieurs études sur les conséquences du bruit de la circulation aérienne. Pour ce faire, il a examiné et comparé les dossiers médicaux de dizaines de milliers de patients. Le professeur fait connaître le résultat de ses travaux. Il n'est plus question de considérer le bruit comme un simple désagrément qu'on peut tenir pour négligeable. Le bruit n'entraîne pas qu'une augmentation du risque de maladie. Il provoque directement des pathologies chez beaucoup de sujets, avec des conséquences parfois mortelles. On ne parle plus seulement d'une augmentation de 10% du risque d'infarctus. Eberhard Greiser a établi les prévisions pour la zone entourant l'aéroport de Francfort. D'ici 2021, près de 25 000 personnes tomberont malades des suites de la pollution sonore et 3 400 en mourront. Pour Thomas Munzel, ces chiffres sont réalistes. Le drame est que les riverains sont livrés au bruit sans aucune protection. On peut lutter contre des facteurs de risque cardiovasculaire comme le cholestérol ou le diabète. Et on peut arrêter de fumer. Mais individuellement, on ne peut rien faire contre le bruit aérien, qui n'est pas moins dangereux. Seuls les pouvoirs publics peuvent agir. La communauté scientifique est unanime quant aux effets désastreux du bruit sur l'organisme. De nombreuses études témoignent désormais du danger que représente aussi une exposition à la circulation routière sur le long terme. Certaines administrations tirent enfin la sonnette d'alarme, comme l'Office fédéral allemand de l'environnement. Concernant la prévention sanitaire, notre position est claire. Puisque nous avons des preuves de la nocivité d'une exposition permanente au bruit, il faut agir. Les enquêtes menées par l'Office fédéral montrent que les Allemands placent le bruit en tête des problèmes environnementaux. Alors, comment expliquer l'inertie des pouvoirs publics ? En Allemagne, certaines régions sont très bruyantes. C'est le cas de la vallée du Rhin moyen, avec la voie ferrée du corridor Rotterdam-Gênes. Là-bas, le niveau sonore est très élevé. Il dépasse de loin les valeurs admissibles d'un point de vue sanitaire. Dans d'autres régions, les valeurs sont plus basses. On ne peut donc pas généraliser. Mais cela fait tout de même du bruit un problème environnemental à l'échelon local. Un problème local qui touche des millions de personnes. Gérard Dutal en a assez d'entendre ses amis et connaissances minimiser par ignorance les effets de son exposition constante au bruit. Mais surtout, il déplore que les pouvoirs publics aient la même attitude. Le gouvernement français prévoit la construction d'une nouvelle autoroute qui augmentera encore la circulation dans le centre de Lyon, juste devant son immeuble. Si jamais on laisse cette liaison se faire, eh ben, une grosse partie du transit va être tentée de prendre la 6, de prendre le tunnel de Fourvière et de se retrouver sur notre cours de Verdun,
et traverser la presqu'île de Lyon pour rejoindre les autoroutes, soit de l'Est, soit du Sud. Et pour vous, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie presque un déni de démocratie que l'État nous impose une liaison que personne ne veut, parce qu'on ne veut plus de pénétrante dans Lyon. Réputée pour son charme, la vieille ville de Lyon est classée au patrimoine de l'UNESCO et traversée par une coulée de béton. Nous faisons un test avec Gérard Dutal. Pas moins de 14 voies le séparent de l'immeuble d'en face. Rendre visite à son voisin n'est pas une promenade de santé. Il lui faut près de 5 minutes pour parvenir de l'autre côté. Depuis plusieurs années, les riverains se mobilisent et réclament au minimum une limitation de vitesse à 50 km/h, même s'ils préféreraient la construction d'une autoroute de contournement. Pour l'instant, leurs efforts restent vains et le quartier menace de se vider peu à peu de ses habitants. Il y a à la fois donc la région, la métropole, le périphérique est fait aux 3 quarts, et il manque un quart qui est... Dans mon immeuble, je suis le seul à avoir du simple vitrage, donc c'est vraiment une difficulté supplémentaire, mais bon, moi j'arrive à le supporter, donc, mais c'est vrai que ça devient très difficile sur le long terme. Comme j'envisage de me stabiliser sur Lyon, je ne me vois pas rester à l'année ici, même avec du double vitrage, et de supporter ces désagréments que sont le bruit et les vibrations. Ils ont protesté 1000 fois, collé des affiches, organisé des manifestations et rencontré des responsables politiques. Mais ils ont le sentiment que les autorités ne se préoccupent pas de leur santé. Peu à peu, le désespoir cède à la colère. Les protestations ne servent à rien ou à pas grand-chose. Je pense qu'à terme, il faudra carrément bloquer cet axe vital entre le nord et le sud de la France, le nord et le sud européen. Le bloquer. Là, je pense qu'on se fera entendre. C'est un peu comme ça en France. C'est-à-dire que si on ne bloque pas, eh bien, oui, on nous écoute, c'est gentil, puis on n'a plus de nouvelles pendant des années. Dans la vallée du Rhin moyen, les riverains de la voie ferrée connaissent le même désarroi face au vacarme permanent. Le conseil municipal de la petite ville de Rüdesheim se bat depuis des années contre le gouvernement fédéral et la Deutsche Bahn, la compagnie nationale des chemins de fer allemands. Celle-ci vient d'annoncer une nouvelle étude sur les systèmes de protection anti-bruit. Pour les élus, la coupe est pleine. Die Bahn erlaubt sich solche Sachen. Fahren Assmannshausen, da fahren die 3 Meter am Haus vorbei. Ja, fahren die jede Nacht aus dem Bett raus, die Leute. Die Bahn hat doch bisher nichts interessiert, aber auch gar nichts, was in irgendeiner Stadt ist. Dann kommt jemand und will eine Machbarkeitsuntersuchung machen, was die Bahn machen kann. Also ich muss ja ehrlich sagen, da klappen mir die Fußnägel hoch. Les habitants réclament une limitation de vitesse pour les trains de marchandises qui traversent en trombe les localités de la vallée. Mais contre la Deutsche Bahn, même les élus locaux de bonne volonté n'ont aucun moyen d'action. C'est tout simplement un vieux privilège de la Deutsche Bahn, qui a tout pouvoir en matière de planification. En règle générale, ce sont les communes qui sont compétentes en la matière dans les zones bâties. Mais la Deutsche Bahn bénéficie d'une exception. Cet archaïsme incroyable remonte à l'époque de l'Empire allemand. Et de nos jours, il n'est plus acceptable de faire de tels aménagements sans se soucier de la vie des citoyens. La vallée vit en grande partie du tourisme. Presque tous les hôtels et restaurants de la région ont connu une forte baisse de fréquentation ces dernières années. Le bruit menace la subsistance même des habitants. Un coup d'œil aux réservations montre que de nombreux lits restent inoccupés. Et même si certaines chambres sont moins exposées, la vallée a perdu sa réputation de havre de paix. On ne ménage pas nos efforts. Notre plus grande satisfaction, c'est de voir que nos clients se sentent bien ici. On essaye de promouvoir notre merveilleuse vallée, d'organiser des excursions en bateau, de leur faire passer un séjour agréable. Et ça fait mal au cœur quand un client nous dit le matin qu'il s'en va parce qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le bruit nuit donc aussi fortement à l'économie. Pourtant, la plupart des voies de circulation en Europe sont anciennes et ne sont soumises à aucune restriction d'émissions sonores.
Matthias Müller-Meinecke, avocat, représente en justice de nombreux riverains d'autoroutes, d'aéroports et de voies ferrées. Il sait combien ces dossiers sont complexes. Dans toutes ces affaires, la Deutsche Bahn ne fait preuve d'aucune compréhension et rejette tout compromis. Elle refuse même de mettre en œuvre des parades techniques à court terme. Elle préfère laisser les procès aller jusqu'à la Cour fédérale en passant par toute une série de juridictions. Il faut donc savoir qu'on s'embarque dans une procédure de plusieurs années devant une kyrielle de tribunaux. Plusieurs années, c'est-à-dire? Entre 5 et 10 ans. Voilà longtemps que médecins et experts font pression pour que soient enfin prises des mesures contre le bruit en Europe. Beaucoup estiment qu'il s'agit du problème environnemental à résoudre en priorité. Mais les responsables politiques de l'Union européenne font la sourde oreille. Direction Bruxelles. La Commission européenne réglemente le degré de courbure des bananes, la manière de servir l'huile dans les restaurants et les modèles d'ampoules à utiliser. Par le passé, elle s'est aussi intéressée à la question des nuisances sonores et a adopté en 2002 une directive sur le bruit ambiant. Celle-ci obligeait les communes à établir, justificatif à l'appui, le niveau sonore sur leur territoire, le but étant d'obtenir une vue d'ensemble du bruit en Europe. Les campagnes de mesures sonométriques se sont alors multipliées et Bruit Parif, l'Observatoire du bruit en Île-de-France, a vu le jour en 2004. Depuis, il quadrille la région grâce à des appareils de mesure fixes ou mobiles. Sans surprise, les résultats montrent que le niveau de pollution sonore est très élevé à Paris. Au bord du périphérique, c'est vrai qu'on a des niveaux de bruit qui sont quand même très élevés, parce qu'en plus on a aussi des niveaux de bruit la nuit qui restent forts, parce que le trafic reste important et il n'y a quasiment aucun moment de répit. Donc c'est vrai que c'est très bruyant. Je vous disais certaines zones multi-exposées où là on a du cumul de sources qui fait qu'on peut avoir des endroits très bruyants. Les équipes de Bruit Parif ont méticuleusement compilé ces données pour les publier en ligne. Mais est-ce vraiment utile à ceux qui ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'ils vivent à proximité de l'un des 3 aéroports d'Île-de-France ou au bord du périphérique? Quelle est l'utilité concrète de leurs mesures? Ça, c'est la première chose, vraiment l'objectivité technique, puis après permet de s'emparer du sujet. L'autre utilité, c'est celle de rendre les données publiques, que les franciliens puissent avoir accès, grâce à Bruit Parif, à des mesures de bruit qui sont effectuées près de leur domicile, par exemple, et de pouvoir en prendre connaissance. Certains médecins estiment qu'une exposition prolongée à un niveau sonore supérieur à 65 décibels peut représenter un danger pour la santé. Les relevés de Bruit Parif montrent que ce chiffre est atteint, voire dépassé, presque partout dans la capitale. Ces mesures ne sont qu'une première étape. La Commission européenne a également demandé aux communes de présenter des plans d'action concrets de lutte contre le bruit. Bon, pour l'instant, les choses avancent quand même doucement. Cette directive européenne, elle n'est pas très suivie. La France a du retard. À un moment, il faut peut-être durcir le ton, effectivement, pour que les États membres prennent les choses davantage au sérieux. Cette exigence remonte à 2002, mais il y a peu d'avancées tangibles depuis, à part la mise en place d'un service d'information et d'observation sur le bruit en Europe, la base de données en ligne Noise. Regroupées par pays, les informations mettent en évidence des différences d'un territoire à l'autre selon que le bruit considéré est d'origine routière, ferroviaire ou aérienne. Sur tout leur territoire ou presque, l'Allemagne et la France affichent des valeurs records, avec des niveaux très inquiétants dans les grandes agglomérations. Il y a donc trop de bruit à peu près partout en Europe. Et si personne n'en tire les conséquences, c'est sans doute en raison du puissant lobby des transports.
La directive exige des plans anti-bruit, mais ils n'ont aucun effet. Les différents acteurs du transport doivent préalablement accepter toute obligation susceptible de leur coûter de l'argent. Le résultat est évidemment qu'aucun de ces plans ne permet une réduction efficace des nuisances sonores. La législation européenne contraint seulement à jouer carte sur table. C'est le même principe que pour les études d'impact. On doit déclarer qu'on va dégrader l'environnement, mais le droit européen ne contraint à aucune mesure concrète pour limiter ce préjudice. Novembre 2013. À l'aéroport de Francfort, la filiale de la Lufthansa spécialisée dans le fret présente en fanfare un nouvel avion. À en croire l'entreprise, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour les habitants des environs, car le nouveau Boeing 777 est moins bruyant que ses prédécesseurs. 4 autres appareils sont en commande pour un total d'1 milliard d'euros. Seule une entreprise en bonne santé peut se permettre ce genre de dépenses. Nous devons constamment trouver l'équilibre entre la rentabilité de nos activités et les investissements pour l'avenir. On ne remplace pas du jour au lendemain une flotte complète. L'heure est à la fête car les nouveaux avions moins bruyants sont soumis à des taxes moins élevées pour l'utilisation de l'aéroport de Francfort. Mais dans le même temps, la compagnie aérienne rejette tout renforcement des mesures anti-bruit. En 2012, une décision de justice a interdit les atterrissages et les décollages entre 23h et 5h du matin à Francfort. Dans un premier temps, la Lufthansa a menacé de déplacer son transport de fret vers un autre aéroport. Selon elle, limiter ainsi les horaires de circulation des avions perturberait l'organisation des chaînes logistiques dans le monde entier. La société gestionnaire de l'aéroport s'est rangée à cet avis et les pouvoirs publics se sont inclinés devant la toute-puissante Lufthansa. Jusqu'à ce que la juridiction la plus haute du pays confirme l'interdiction. Soudain, la compagnie aérienne a battu en retraite. L'interdiction de la circulation nocturne nous pèse beaucoup, il faut être honnête. C'est une perte de recettes car nous ne pouvons plus assurer certains vols. Mais nous restons disposés à nous adapter à la situation. Nous déployons tous nos efforts pour compenser ce manque à gagner, en espérant que les autorités ne vont pas changer à nouveau les règles du jeu dans la région. Si les conditions sont réunies, nous continuerons à investir ainsi. Les riverains à bout de nerfs réclament plus. Ils sont 1 millier à manifester tous les lundis depuis 2011 dans le terminal de l'aéroport de Francfort. Leur objectif ? Obtenir la fermeture de la nouvelle piste d'atterrissage et surtout l'allongement de la période de trêve nocturne, de 22h à 6h du matin. J'espère que les politiques vont nous entendre et qu'ils ne vont pas encore prendre des décisions sans se soucier de nous. Il faut au moins étendre l'interdiction des vols de nuit. C'est impératif. Des nuits si courtes, c'est déjà très dur pour les adultes. Mais pensez aux enfants qui doivent aller à l'école le matin et qui subissent ensuite le même vacarme toute la journée. Ce n'est plus possible. 2 heures de silence en plus la nuit, c'est précisément ce que veulent éviter les compagnies aériennes et les exploitants de l'aéroport. Mais ils sont au pied du mur et doivent proposer des solutions contre le bruit. À l'automne 2013, une expérience est menée pour augmenter légèrement l'angle de descente des avions à l'approche de Francfort. Un appareil effectue une demi-douzaine d'atterrissages à la suite, à différents angles. La manœuvre est délicate pour les pilotes et sollicite davantage les avions. Mais elle réduit quelque peu le niveau sonore. Quand on survole la ville de Hanau en direction de l'ouest à 1000 mètres de plus que l'altitude habituelle, ça doit se traduire mathématiquement par une diminution du bruit de 6 décibels. Ce serait formidable. Mais l'exploitation des résultats de l'expérience prendra du temps. Rien ne garantit que la mesure sera mise en place, ni le cas échéant, que la réglementation sera modifiée avant plusieurs décennies. Pour les militants anti-bruit comme le cardiologue Thomas Munzel,
ces expériences sont de simples mesures de diversion. La conclusion spectaculaire à laquelle on est parvenu, c'est que quand on vole plus haut, le bruit diminue. Personnellement, j'ai appris ça en cours de physique au collège. Ces résultats soi-disant sensationnels ont même été présentés à un congrès sur la protection acoustique. En réalité, on fait tout pour repousser l'application des mesures dans le but d'économiser de l'argent. On sait bien que l'approche en descente continue, qui est pratiquée à Heathrow par exemple, limite les capacités de l'aéroport et réduit donc les bénéfices. Mais au stade où on en est, il faut accepter des compromis. Et en parlant de réduction de bénéfices, les dommages économiques générés par les nuisances sonores sont déjà une réalité dans la vallée du Rhin moyen. La région est exsangue. Des milliers d'habitants qui ne supportaient plus le bruit sont partis. Résultat, les maisons vides se dégradent, le tourisme recule et le chômage augmente. Un vrai cercle vicieux. Ceux qui restent subissent en plus les autres conséquences du passage des trains, comme les fissures dans les murs. Ruth Kaspari se sent doublement oubliée. La population a fortement diminué. Pas seulement ici, à Sankt Goarshausen, mais dans tous les villages, sur les deux rives du Rhin, en amont et en aval. Comme les habitants s'en vont, les commerces n'ont plus de clients et la vie ici n'a plus aucun intérêt. Beaucoup de jeunes couples avec enfants quittent la région. Ceux qui cherchent à construire ou acheter une maison optent pour un endroit plus calme, sur les hauteurs. En bas, la vallée se meurt lentement mais sûrement. Face à la mobilisation des habitants qui dure depuis plus de 10 ans, la Deutsche Bahn a fini par admettre qu'il fallait agir. Elle a envoyé des ingénieurs dans les communes riveraines de la voie ferrée pour chercher des solutions. Ces parois anti-bruit sont efficaces, mais elles sont trop massives pour être installées partout. Les solutions proposées par la compagnie ferroviaire sont des cache-misères du point de vue des habitants. La seule solution vraiment efficace serait une limitation de la vitesse de circulation nocturne. Quand un camion traverse une agglomération à 100 km/h, il récolte une contravention. Mais les trains font ce qu'ils veulent. La Deutsche Bahn ne se préoccupe pas du tout des problèmes des riverains. Ça lui est complètement égal. Elle nous octroie des pseudo-moyens et met en place des mesures qui ne règlent rien. Jamais elle ne propose des solutions qui nous aideraient réellement. La Deutsche Bahn le reconnaît, elle a longtemps sous-estimé la question. Mais elle préfère soigner son image de modernité avec ses trains à grande vitesse. Le fret reste le parent pauvre de ses activités. En 2012, elle a nommé une chargée de la protection sonore qui se garde bien de faire des promesses dispendieuses. Réduire la vitesse des trains amène toujours une perte de chiffre d'affaires pour nous. De notre point de vue, ce n'est pas la solution, parce que cela conduit à un report du fret vers la route. Le danger, c'est que les entreprises et le secteur tout entier ne réussissent plus à s'adapter à la situation économique. Si les wagons de fret sont aussi bruyants, c'est à cause de leurs roues équipées de semelles de frein toutes simples en fonte qui viennent râper leur surface. Ces freins sont peu onéreux. De nombreuses compagnies ferroviaires européennes les emploient. Il a fallu attendre plusieurs décennies pour que la Deutsche Bahn développe de nouveaux modèles qui vont désormais petit à petit remplacer les anciens. Pour que l'effet soit sensible sur un train entier, il faut avoir changé les freins sur au moins 80% des voitures. Ces freins de nouvelle génération réduisent le bruit de moitié. La compagnie ferroviaire s'est donné jusqu'à 2020 pour en équiper ses 60 000 wagons. Il s'agirait d'une opération très complexe. Complexe ? Vraiment ?
Le tour est joué. Et la Deutsche Bahn estime avoir fait son devoir pour lutter contre le bruit. La protection anti-bruit et la rentabilité sont toujours en tension. Le fret ferroviaire est un marché où la concurrence fait rage et où les marges ne sont pas énormes. Le passage à des semelles de frein composites sur les wagons de fret nous a déjà coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Le refrain est toujours le même. Les grands opérateurs ne considèrent la protection acoustique que d'un seul point de vue, celui de la rentabilité. Et généralement, le compte n'y est pas. Tant pis pour ceux qui restent sur le carreau, comme Gérard Dutal. Il se bat non seulement contre le lobby économique, mais aussi contre les automobilistes que la classe politique n'aime pas contrarier. Surtout quand l'enjeu se limite à quelques milliers d'électeurs, comme à Lyon. Hélène Fossard se souvient encore de la construction de l'autoroute devant sa porte et du bétonnage des rives du Rhône. Depuis, elle vit fenêtre fermée, avec un bruit de fond permanent. Elle participe elle aussi à la mobilisation des riverains et milite pour la construction d'une autoroute de contournement. Mais cette solution serait onéreuse et pour l'heure, aucun changement n'est envisagé. Moi, ça me met en colère. Ça, particulièrement ça me met en colère. De voir que les pouvoirs publics ne veulent pas y toucher à cette autoroute. Ça coûte cher? Comme si le bruit, lui, ne coûtait rien. L'Union européenne évalue pourtant son coût à 40 milliards d'euros, principalement en dépenses de santé. Ce chiffre est sans doute sous-estimé, puisque la Suisse à elle seule prévoit de consacrer 15 milliards d'euros à l'indemnisation des propriétaires lésés par les nuisances sonores. L'équation économique doit aussi en tenir compte. Nous plaidons pour l'application générale du principe de pollueur-payeur en matière de bruit. On appelle ça l'internalisation des coûts externes. Les coûts générés par la circulation, par exemple en matière de bruit, doivent être supportés par ceux qui les ont causés. Un principe qui n'est pas prêt d'être généralisé en Europe, où la moindre tentative de renforcer la législation anti-bruit rencontre de fortes résistances. À Bruxelles, l'Allemagne a ainsi récemment retardé le renforcement des normes d'émissions sonores des automobiles. La chancelière Angela Merkel voulait ménager l'industrie automobile. Dommage que la santé des citoyens ne dispose pas d'un lobby aussi puissant. À Mayence, Thomas Munzel est formel. Beaucoup de ses patients se plaignent d'une convalescence difficile après leur opération cardiaque en raison des avions bruyants qui survolent en permanence son établissement. Le cardiologue prépare actuellement une nouvelle étude pour examiner l'incidence du bruit sur les malades. Les pouvoirs publics vont-ils enfin réagir? On a le sentiment que les politiques ne nous écoutent pas et ne prennent pas au sérieux les données factuelles qui sont pourtant de plus en plus alarmantes. Tant que ça durera, la recherche sur les effets du bruit ne suffira pas. Il faut organiser des manifestations publiques pour faire savoir que le bruit est un facteur de risque cardiovasculaire qui a été longtemps sous-estimé et pour forcer le législateur à prendre des mesures. Quel niveau de bruit devons-nous supporter? C'est un dilemme. Chacun tient à sa mobilité, mais actuellement, beaucoup de citoyens en paient le prix. Dans la région de Francfort, les habitants des abords de l'aéroport jugent que les limites de la tolérance ont été franchies. Ils craignent que les pouvoirs publics autorisent l'aéroport à s'étendre encore. La région n'est pas adaptée à cet aéroport en expansion perpétuelle. La population est trop dense. On ne peut pas éliminer tout le monde. La carte européenne du bruit révèle que la situation est la même dans la plupart des zones urbaines où sont généralement installés les aéroports. Si l'on n'y réduit pas les nuisances sonores, à plus forte raison si l'on permet leur augmentation, de nombreuses zones risquent de devenir inhabitables. Si c'est vraiment ce qui nous attend, il va falloir songer à déplacer des populations entières. Il faut le dire franchement aux gens. Mais cela présuppose un débat public sur ces questions.
Si on estime que notre société a besoin d'un certain nombre de vols de nuit, il faut chercher à développer cette activité de façon respectueuse de l'environnement. Et il faut prévenir les citoyens qui habitent sur la trajectoire de ces vols et les indemniser pour qu'ils s'en aillent. Autrement, ça n'ira pas. On le voit déjà aujourd'hui. Même les plus belles régions ne sont pas à l'abri. Il y a décidément urgence à agir contre le bruit, sans quoi le bruit nous détruira. C'est abominable. Ça commence à 5 h du matin, parfois même plus tôt, et pendant 1 heure jusqu'à 6 h, ça ne s'arrête pas. Le quartier peut être romantique, puisque c'est un quartier du XVIIe et XVIIIe siècle, mais avec cette grande balafre qui passe en plein milieu du quartier, c'est pas romantique, c'est pas très romantique pour ceux qui y habitent. Si le bruit continue effectivement d'augmenter, il faut s'attendre à une recrudescence des maladies cardiovasculaires et des cas d'hypertension, avec pour conséquence directe des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Partout ou presque, nos moyens de transport crissent, vrombissent et pétaradent bien au-delà du raisonnable. Dans l'Union européenne, 70 millions de personnes sont exposées à des nuisances sonores inacceptables selon les chiffres officiels. Les pouvoirs publics ne font pourtant presque rien pour y remédier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses à refuser d'endurer la situation plus longtemps. Avec son fameux rocher de la Loreley, la vallée du Rhin moyen dans l'ouest de l'Allemagne est un haut lieu du romantisme. Seulement, ses habitants ne sont plus d'humeur à admirer le paysage. Ruth Caspari est à la tête d'une entreprise familiale, un petit hôtel qu'elle a hérité de ses parents. Autant dire qu'elle est ici chez elle. Mais son quotidien est rythmé par le défilé continu des trains sur la voie ferrée qui passe juste derrière l'hôtel, depuis l'aube jusque tard dans la nuit.